Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Les implants phaques et inlets intracornéens sont apparus dans les années 60 avec des modèles développés par Choice, Trampelli et Baracker. Le résultat réfractif initial était positif, mais les complications trop importantes ont entraîné leur abandon. En 1985, le docteur Fyodorov dessine le premier implant phaque de chambre postérieure avec un dispositif remontant en champignon en chambre antérieure au travers de la pupille. En 1986, le docteur Worst dessine un implant en PMMA à fixation aérienne en pince de homard qui deviendra plus tard avec Paul Fechner l'implant artisan que nous connaissons aujourd'hui. Cette même année, le professeur Baïkov dessine le premier implant de chambre antérieure à appui angulaire, mais qui présentait d'importants problèmes de vaulting. Différents designs d'implants à appui angulaire ont été testés à partir des années 90, jusqu'à l'implant cachet d'Alcon, mais qui ont été retirés du marché en 2012 du fait du risque de décompensation cornéenne. En 1993 a été posé le premier implant phaque de chambre postérieure ICL du laboratoire Star, qui a connu plusieurs versions jusqu'à l'évolution majeure en 2011 avec l'apparition du Central Flow. Un autre implant de chambre postérieure est apparu sur le marché français il y a quelques années, l'IPCL du laboratoire Care Group India. Nous sommes ravis d'accueillir le docteur Liam Trine, qui est praticien hospitalier temps plein dans le service d'ophtalmologie du professeur Baudouin à l'hôpital national des 15-20. Dr Trine est également secrétaire de la Saphir, secrétaire de rédaction au JFO et membre de l'Académie nationale de chirurgie. Bonsoir Liam. Bonsoir Maxime, bonsoir Camille. Merci pour votre invitation. Bonsoir Liam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par la première question. Quels sont les implants phaques disponibles en France et quelles sont leurs principales caractéristiques ? Il existe 2 implants phaques disponibles en France, l'ICL et l'IPCL. On va commencer par la référence, qui est l'ICL, Implantable Collamer Lens, qui existe depuis 1993, fabriqué par Star et distribué en France par Ophta-France, avec plus de 3 millions d'ICL déjà posés dans le monde, donc beaucoup de recul. C'est un implant qui est très fin. Le matériau s'appelle le Collamer, qui est un copolymère de collagène, qui est un matériau hydrophile. Il y a eu plusieurs versions depuis 1993. Et il y a eu la V4, V4C, qui s'appelait Evo, en 2011, avec l'apparition d'un petit trou central, qui s'appelle le Central Flow, qui permet de faire passer l'humeur aqueuse à travers ce petit trou, et qui permet d'éviter de faire une iridectomie périphérique, et prévenir ainsi le risque de blocage pupillaire. Et ce petit trou permet également de diminuer le risque de cataracte avec une meilleure circulation de l'humeur aqueuse. Et puis en 2016, il y a eu la V5, EVO+, avec une zone optique plus large que la V4. La gamme dioptrique de correction avec l'ICL va de moins 0,5 dioptrie à moins 18 dioptries pour la myopie et va jusqu'à plus 10 dioptries pour l'hypermétropie. Et puis la version torique, pour corriger l'astigmatisme, avec un cylindre de plus 0,5 à plus 6 dioptries. Il existe 4 tailles de diamètre d'implant, avec en 12,1 mm, 12,6, 13,2 et 13,7 mm. Au niveau de la préparation de cet implant, il faut aller chercher l'implant dans un petit flacon avec un bâtonnet et le charger dans une cartouche, puis tirer l'implant avec l'aide d'une pince au fond de la cartouche pour le ramener à l'extrémité de la cartouche. Et enfin, rentrer cette cartouche dans un injecteur et pousser. Au niveau de la taille de la zone optique de l'ICL, l'Evo va de 5,8 mm de base, et l'Evo+, donc celui qui a la zone optique plus large, va jusqu'à 6,1 mm de zone optique. Et puis il diminue quand on augmente la correction myopique. Donc la zone optique de l'ICL rétrécit plus on augmente la correction myopique. Alors c'est très important à comprendre que dans les implants phaques, la zone optique de l'implant correspond à une zone optique efficace sur le plan cornéen plus grande que ce qu'on obtient en chirurgie cornéenne au laser. Par exemple, l'implant Evo qui fait 5,8 mm de zone optique, qui correspond à l'échelle cornéenne à une zone optique de 7,3 mm. Donc c'est plus large que ce qu'on obtient avec une chirurgie LASIK. Et maintenant, je vais parler du challenger, l'IPCL, donc Implantable Phakic Contact Lens, qui est fabriqué par Care Group, qui est un groupe indien et anglais, qui se distribue en France par Emetrop et qui existe depuis 2015, donc qui est plus récent que l'ICL et qui a un matériau bien connu en cataracte, qui est l'acrylique hydrophile.
Il a plus de trous que l'ICL, il a 7 trous, alors que l'ICL n'en a que 3. Il a une gamme dioptrique plus étendue, il va jusqu'à moins 30 dioptries en myopie, et il monte jusqu'à plus 15 dioptries en hypermétropie. Et en version torique, le cylindre, il peut corriger jusqu'à plus 10 dioptries. Il y a également plus de taille, de diamètre d'implant disponible. Il n'y en a pas 4 comme dans l'ICL, il y a 13 tailles disponibles et il va jusqu'à 14 mm avec des pattes 0,25. Et il a également une optique plus large que l'ICL. Il a 6,2 mm alors que l'Evo Plus va au maximum jusqu'à 6,1 mm. La différence aussi par rapport à l'ICL, c'est dans sa préparation. C'est un implant qui se prépare comme un implant de cataracte non préchargé, c'est-à-dire qu'on va chercher l'implant et on le rentre directement dans la cartouche sans avoir à tirer avec l'aide d'une pince. Et puis on plie la cartouche qu'on rentre dans l'injecteur. Donc c'est une manipulation qui est quand même plus simple que l'implant ICL. Mais attention, par rapport à l'implant ICL, il a un peu plus tendance à se retourner dans l'œil. Donc il faut faire un petit peu attention quand on l'injecte. Et puis les différences avec l'implant ICL, c'est que l'IPCL est un petit peu plus fin mais un peu plus rigide et qui a une surface antérieure un peu plus lisse en étude microscopique. Et puis pour l'implant torique IPCL, il se passe toujours à 0,180 degrés, quel que soit l'axe du cylindre, parce qu'en fait l'axe du cylindre est inclus dans l'implant, donc on n'a pas à le tourner. Nous, on a fait une étude comparative entre ICL et IPCL et on n'a pas trouvé de différence significative, que ce soit sur les résultats réfractifs. On a une très bonne pression réfractive avec plus de 80% de patients qui avaient un équivalent sphérique post-opératoire inférieur à 0,5 dioptrie. Et puis, pareil, pas de différence significative sur le vaulting, qui est également très reproductible. Et puis, la littérature est concordante avec notre étude qui ne retrouvait pas de différence significative entre ces deux implants. Et puis, juste une petite parenthèse pour dire qu'il existe aussi un troisième implant phac que j'ai jamais utilisé, qui s'appelle l'acrylique phakique, fabriqué par Biotech Vision Care, qui a un marquage CE, mais à ma connaissance, en tout cas, il n'est pas disponible en France. Alors merci pour cette première réponse. Dis-moi juste pour les implants de chambre antérieure clippés à l'iris, les artisans Artiflex, les VeriSize, VeriFlex, est-ce que donc c'est bien des techniques qui sont abandonnées en tout cas dans sa version réfractive? Et puis aussi, est-ce qu'on peut dire juste un petit mot sur les appuis angulaires? Au niveau des implants de chambre antérieure, que ce soit clippés à l'iris ou à appui angulaire, évidemment, je ne fais pas partie de la génération qui en est mis à visée réfractive. Pour moi, je pense que c'est quand même, pour l'endothélium, vraiment pas une bonne chose, ces implants de chambre antérieure par rapport aux implants de chambre postérieure. Maintenant, voilà, il y a encore des gens qui en mettent, mais c'est vraiment pas ce qu'on recommande aujourd'hui à tous les gens qui vont se mettre aux implants phac. Qui sont les candidats à une implantation phac? Pour répondre aux critères d'implantation phac, moi déjà, premièrement, je vais proposer l'implantation phac uniquement aux gens qui ont une contre-indication à la chirurgie laser cornéenne. C'est-à-dire les patients qui ont une myopie trop importante ou une cornée trop fine ou bien une cornée pathologique qu'on n'a pas envie de toucher. Sinon, voilà, je propose jamais en première intention l'implant phac aux patients chez qui je pourrais faire un LASIK ou un SMILE. Ensuite, une fois qu'on a une contre-indication à la chirurgie laser cornéenne, il faut respecter certaines indications, donc un âge supérieur à 21 ans, une stabilité réfractive depuis au moins 1 an, et puis respecter des critères anatomiques de sécurité. C'est-à-dire avoir une chambre antérieure supérieure à 3 mm. Alors aujourd'hui, on tolère de descendre jusqu'à 2,8 mm pour les myopes. Attention, uniquement pour les myopes, pas pour les hypermétropes. Il faut avoir aussi un angle irido-cornéen supérieur à 30 degrés, une flèche cristallinienne inférieure à 600 microns et une densité endothéliale supérieure à 2500. Voilà, donc ça, c'est vraiment les critères classiques à respecter. Maintenant, en option, ce que je fais maintenant de plus en plus, c'est quand même de demander une échographie UBM. On en reparlera, mais en échographie UBM, on peut quand même des fois trouver des anomalies anatomiques du sulcus ou des processières qui pourraient faire contre-indiquer la pose d'un implant phac. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais par exemple en cas d'iris plateau ou d'insertion trop postérieure des processières, ou bien même une absence ou bien des processières trop petits ou une absence de sulcus, ça pourrait rendre imprévisible la position de l'implant phac. Même des kystes iriens qui pourraient aussi rendre plus difficile le positionnement de l'implant.
peuvent aussi être une contre-indication relative aux implants phaques. Quel discours tenir à un patient quand tu vois en consultation de chirurgie réfractive un patient, il vient pour du laser, a priori, c'est le plus fréquent. Ça arrive qu'il vienne pour un implant phaque, mais c'est plus rare. Et donc, tu vois ce patient, il a un des critères que tu viens d'évoquer, une cornée fine, une cornée régulière, et tu veux lui parler d'implant phaque alors qu'il ne connaît pas du tout, il n'a jamais entendu parler. Quel discours vas-tu lui tenir pour lui expliquer ce que c'est et puis pour lui l'inciter éventuellement à cette chirurgie qui a priori est la meilleure pour lui? Mais je vais commencer par lui parler justement de l'impossibilité de l'opérer au laser. Ça peut être une déception évidemment, mais lui expliquer que pour des raisons de sécurité, le patient n'est pas opérable au laser, que tous les patients ne sont malheureusement pas opérables au laser, en lui expliquant voilà, que la myopie est trop forte, que la cornée est trop fine, il peut y avoir des conséquences graves pour son œil et que ça peut être dangereux de l'opérer au laser. Donc déjà, le patient comprend que malheureusement, c'est fini pour le laser. Mais voilà, après il faut redonner de l'espoir bien sûr et je lui explique voilà que certes, il n'est pas opérable au laser, mais qu'il existe une solution fiable pour ne plus porter de lunettes qui sont les implants phaques. Voilà, alors c'est vrai que souvent, les patients qui venaient pour du laser ne connaissent pas cette technique d'implant phaque et que je lui explique voilà que comment ça marche. Bah, c'est comme les lentilles de contact qu'il met le matin et qui enlève le soir, sauf qu'au lieu de les mettre le matin et les enlever le soir, eh ben, ces lentilles de contact, on va les poser dans l'œil de manière permanente. Voilà, c'est la même chose que ces lentilles, mais on le met dans les yeux. Après, je suis obligé quand même d'avoir un discours honnête pour prévenir que cette chirurgie est plus invasive que la chirurgie laser, car c'est une chirurgie intraoculaire où on met en place une lentille additionnelle dans l'œil. Voilà. Il faut quand même être honnête et expliquer que c'est pas non plus si bénin que ça, enfin que c'est pas rien, que ça reste une vraie chirurgie. Il faut être honnête et prévenir qu'il n'y ait pas de chirurgie sans risque. Je lui dis voilà, que les risques peuvent être potentiellement plus graves que dans la chirurgie au laser, mais heureusement, sont tout à fait exceptionnels. Et je lui explique voilà, les risques comme une infection, un glaucome, une tension oculaire, un œdème de cornée. Et puis surtout, je lui explique que l'implant ne va pas rester à vie, que plus tard, il aura une cataracte et dans quelques années, plusieurs années, il faudra retirer cet implant, enlever la cataracte et qu'on mettra un nouvel implant qui, cette fois-ci, restera à vie. Voilà. Mais après, il faut être très positif en disant que malgré ce risque de complications exceptionnelles, que c'est une chirurgie qui est très précise et sûre. On a 30 ans de recul. Alors ça, en général, les patients sont surpris. On dit il y a 30 ans de recul. Il y a eu plus de 3 millions d'implants posés dans le monde. Donc ça aussi, c'est rassurant. Et qu'avec cette technique, on peut corriger quasiment n'importe quelle correction. Voilà, on peut aller jusqu'à moins 17 dioptries avec l'ICL, ou moins 30 dioptries même avec les IPCL. Je parle en correction lunettes. Et qu'on peut s'affranchir complètement de l'épaisseur de la cornée. Et on leur expliquait aussi l'avantage, c'est que la qualité de vision est meilleure en implant phaque qu'avec le laser, notamment sur les très fortes myopies et notamment avec la vision de nuit. Donc en disant voilà, on a même des résultats sur les très grosses myopies supérieurs avec les implants phaque que en laser. Et puis enfin, je les préviens aussi du coût financier qui sera plus lourd que le laser parce qu'il faut payer le forfait d'hospitalisation ambulatoire, le prix de l'implant et les honoraires pour chaque œil. Voilà. Alors, moi, personnellement, je ne mets pas en avant le caractère réversible comme j'entends souvent, en disant, voilà, c'est réversible, on peut enlever si ça ne va pas. Parce que, bon, explanter, c'est quand même, ça veut dire que ce n'était pas forcément un succès et puis que ce n'est pas non plus dénué de risque au niveau endothélial. Donc, je ne vais pas forcément mettre en avant le caractère réversible. Mais voilà, donc lui dire que c'est possible, qu'on peut corriger toute sa correction et que ça marche très bien, le rassurer, et tout en le prévenant qu'il y a quand même aussi des risques. Et donc ça m'amène à la question de l'ICL et notamment du kératocone stable. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne indication chez un patient qui a un kératocone stabilisé, qui a plus de 30 ans ou 35 ans, de lui proposer un implant phaque dans cette indication? Alors personnellement, moi, j'ai jamais mis d'implant phaque sur les kératocones parce que je m'occupe plus de kératocones. J'ai jamais mis d'implant phaque. Enfin, je mets des implants phaque que dans les yeux sans pathologie. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme tendance justement à mettre des implants phaque sur les kératocones. Il y a beaucoup d'articles dans la littérature de plus en plus sur les implants phaque dans les kératocones. J'ai demandé à mon ami au docteur Olivier Prison qui en met beaucoup, qui est un grand spécialiste du kératocone.
Et ça marche très bien, mais il faut savoir déjà plusieurs choses pour implant phaque et kératocone. Les implants phaques qui corrigent que les aberrations optiques de bas degré, hein, c'est-à-dire sphère, cylindre, alors que le kératocone, il induit principalement des aberrations optiques de haut degré au niveau cornéen. Et donc, il est d'abord recommandé de commencer à traiter les aberrations de haut degré de la cornée par les traitements cornéens du kératocone classique, anneau intracornéen, PKT topoguidé. Et puis, une fois qu'on a essayé de traiter au maximum ces aberrations de haut degré, il faut d'abord aussi s'assurer de la stabilité du kératocone, qu'il soit non évolutif, et que le patient soit également intolérant aux lentilles rigides. Ça aussi, c'est une des conditions sine qua non. Et puis, une fois qu'on a respecté ces critères, il faut aussi vérifier à respecter tous les critères d'inclusion des implants phaques en général qu'on a vus précédemment, la profondeur de champ antérieure, la microscopie spéculaire, l'angle, le cristallin. Une fois qu'on a fait tout ça, effectivement, on peut proposer l'implant phaque si vraiment il y a une grosse amétropie. Dans la littérature, j'ai vu qu'il proposait vraiment quand la meilleure acuité visuelle corrigée était au moins à 5 sur 10, c'est-à-dire que le kératocone n'était pas non plus trop évolué. C'était pas un kératocone chez qui on devait faire une greffe de cornée. Hein, voilà. Donc, dans un kératocone pas trop évolué, qui est non évolutif, qui a déjà eu tous les traitements cornéens possibles, voilà, on peut proposer effectivement un implant phaque et les résultats dans la littérature montrent quand même des bons résultats. Alors, il faut savoir aussi quelques petites particularités pour le kératocone. C'est qu'il n'existe pas de nomogramme de sizing pour kératocone. Donc, il faut faire attention parce que le risque habituel dans les kératocones, c'est de surestimer la profondeur de champ antérieur à cause de la protrusion cornéenne. Et donc, cette surestimation d'ACD risque de faire surestimer le sizing et de provoquer un vaulting trop fort, voilà, avec un risque de blocage pupillaire. Et puis, il a été montré dans la littérature que les résultats réfractifs en termes de prédictibilité chez les kératocones étaient un petit peu plus faibles que dans les yeux normaux, mais montraient quand même aussi une belle amélioration d'acuité visuelle et de réfraction résiduelle, bien sûr. Et puis enfin, pour finir, c'est savoir qu'est-ce qu'on corrige comme réfraction quand on met un implant phaque chez un kératocone. Le choix de la kératométrie, c'est pas du tout la même problématique que dans les implants toriques de cataracte. Souvent, on se prend un peu la tête quand on met un implant torique dans d'une cataracte pour quelqu'un qui a un kératocone, en se demandant quelle kératométrie on va rentrer dans le calculateur de l'implant torique de cataracte. Ben en fait, là, on n'est pas dans la même problématique parce qu'on va garder le cristallin. Donc, on n'est pas à corriger la kératométrie du kératocone, on va corriger la réfraction du patient en gardant son cristallin. Donc, on va rentrer dans le calculateur le cylindre qui représente la réfraction subjective du patient. Donc, ça demande de faire une réfraction très minutieuse et Dieu sait que ça peut être dur dans les kératocones, notamment avec le cylindre de Jackson. Et c'est cette réfraction subjective qu'on va rentrer dans le calculateur. Parfait, merci. Alors, tu viens de nous parler de sizing. Alors, comment tu réalises, toi, le calcul des implants? Alors, c'est évidemment le sujet brûlant, le défi des implants phaques, c'est le sizing. C'est vraiment le sujet qui occupe tous les débats actuellement sur les implants phaques, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de recul maintenant sur la tolérance, les complications, tout ça. Mais on peut encore améliorer. Ce qu'on peut améliorer, c'est effectivement le sizing, et c'est ça qui est l'enjeu des prochains mois et de ces prochaines années. Comme tu l'as si bien rappelé, Maxime, donc le sizing, c'est le calcul de la taille du diamètre de l'implant phaque à partir des mesures anatomiques de l'œil et qui va conditionner le bon positionnement de l'implant et la bonne distance de l'implant par rapport aux structures adjacentes pour éviter des complications. Et le vaulting, c'est la distance, ou le volt, c'est la distance entre la face postérieure de l'implant et la face antérieure du cristallin. Si le vaulting est trop grand, c'est que l'implant est trop grand. Et s'il est trop petit, c'est que l'implant est trop petit. Hein, c'est-à-dire que le sizing n'a pas été optimal. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est pouvoir faire un calcul de sizing optimal et, si possible, de se reprocher de la perfection. Malheureusement, il n'existe aujourd'hui aucune formule ou aucun homogramme de sizing parfait aujourd'hui, qui n'a jamais aucune erreur. C'est la preuve, c'est qu'on dénombre aujourd'hui dans la littérature pas moins de 18 nomogrammes pour faire le sizing. C'est un signe que aucun n'est parfait et qu'aucun ne fait l'unanimité. Voilà, donc pour commencer,
la base de départ du sizing, c'est de commencer par utiliser le calculateur, le nomogramme du fabricant, donc en fonction de l'implant, de la marque de l'implant qu'on a choisi. Alors, je vais commencer par l'ICL, l'ICL de chez Star. Star propose un calculateur en ligne qui s'appelle OCOS, qui est très simple d'utilisation, qui est très rapide et qui demande finalement assez peu de données à rentrer. Il faut rentrer donc la réfraction, la kératométrie, la profondeur de champ antérieur, la pachymétrie, le blanc à blanc. Donc le blanc à blanc, c'est ce qui représente le diamètre cornéen. Et puis voilà, ce sont les seules mesures qui sont demandées. Et il y a finalement assez besoin de peu d'examens complémentaires pour faire ces mesures, uniquement la biométrie et la topographie cornéenne. Et puis ce calculateur, ce nomogramme de OCOS, va extrapoler le blanc à blanc et la profondeur de champ antérieur pour estimer le diamètre du sulcus à sulcus, c'est-à-dire là où va se mettre l'implant, pour déterminer la taille du diamètre de l'implant. Voilà. Et puis ce calculateur va calculer la puissance en sphère en cylindre de l'implant par rapport à la réfraction du patient, et on pourra réserver en ligne le modèle exact de l'implant, la taille de l'implant et la puissance de l'implant. Voilà, c'est un très bon calculateur qui voit dans la plupart du temps juste. On a très très peu d'erreurs d'implants trop petits ou trop grands. Mais malheureusement, des fois, on a des mauvaises surprises avec un sizing qui s'est révélé pas juste, avec un volt trop grand ou un volt trop petit. Il faut savoir qu'il y a presque 20% dans les séries de ces calculateurs classiques, on retrouve un volting en dehors des pages recommandées. Parce que, pourquoi ? Parce que le blanc à blanc, il n'est pas très bien corrélé en fait à la distance sulcus à sulcus pour de vrai. Et puis d'autre part aussi, il faut savoir que toutes les machines ne mesurent pas le blanc à blanc de la même manière. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas en commençant. Et je m'en suis rendu compte en comparant les blancs à blanc des différentes machines. Parce que le blanc à blanc, c'est quoi ? C'est la distance du limbe à limbe. Or, le limbe en lui-même, en lampe à fente, c'est une zone grise. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est vraiment gris. Et c'est une zone qui fait à peu près entre 1,5 et 2 mm de largeur. Idéalement, il faudrait prendre le milieu de la zone grise et puis faire le blanc à blanc par rapport au milieu de la zone grise. Donc, cette zone grise de 2 mm de largeur, elle peut induire donc une marge d'erreur de 4 mm d'erreur dans la prise de mesure, ce qui est quand même beaucoup. Et les appareils de mesure, ils ne mesurent pas le limbe au même endroit. Par exemple, le biomètre Yolmaster surestime le blanc à blanc à près de 0,4 mm par rapport au Pentacam, qui lui-même surestime un petit peu par rapport aux mesures manuelles qu'on pourrait faire avec le caliper. Donc voilà, quand même bien attention à comment même on prend les mesures de blanc à blanc avec les différentes machines. Et puis le deuxième calculateur fabricant, donc pour IPCL de Kia Group, c'est pareil, on a un calculateur en ligne. On va rentrer différentes valeurs anatomiques sur le calculateur en ligne de Kia Group. Et puis, par contre, on peut rentrer des valeurs supplémentaires par rapport au COS. On peut rentrer la longueur axiale du patient. Et puis, on peut rentrer en plus des valeurs de mesure intraoculaire comme le sulcus à sulcus ou la distance d'angle à angle qu'on n'avait pas avec l'ICL. Et dans notre expérience personnelle, en tout cas, on ne trouve pas de différence sur les résultats de volting entre ces deux calculateurs. Maintenant, on a parlé de ces calculateurs fabricants. Maintenant, on sait que, comme on a dit, on peut aboutir dans 20% à être en dehors des plages recommandées de volting. C'est pour ça que depuis ces dernières années, il y a une floraison de nouvelles formules qui sont apparues et on peut même s'y perdre. Donc, on va essayer justement de voir ensemble maintenant comment améliorer ce sizing. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir mesurer la distance en fait à l'intérieur de l'œil de sulcus à sulcus, qui est la véritable destination anatomique de là où se trouve l'implant phac. Mais cette mesure de sulcus à sulcus, donc on appelle le STS, c'est la mesure la plus précise pour faire le sizing, mais malheureusement, on peut la faire qu'avec l'échographie UBM. Et vous le savez, l'échographie UBM, c'est un examen qui est assez peu accessible. Tout le monde ne l'a pas et tout le monde ne sait pas en faire. Ça nécessite d'avoir cette machine. Il faut avoir un opérateur aguerri qui ait l'habitude de faire ces mesures, parce qu'elles sont un peu opérateurs dépendants, ces mesures. Dans un monde idéal, il faudrait que tous les patients puissent avoir une écho UBM pour faire le sizing, et puis pour éliminer une anatomie de sulcus anormale qui pourrait avoir une influence négative sur le positionnement de l'implant, comme on l'a vu précédemment, un iris plateau, une absence de sulcus, des kystes thyriens. Voilà. Et en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est quand on a une complication post-op inexpliquée, je recommande de faire une UBM systématiquement pour analyser l'anatomie du sulcus. Je vous donne une petite histoire qui m'est arrivée cette année. J'ai posé un implant factorique à un patient. Bon, il avait pas une énorme, il avait 1,5 dioptrie de cylindre, pas énorme, mais je voulais quand même lui mettre un torique.
Et à J15, l'implant a tourné à 45 degrés. Alors évidemment, là, donc, son astigmatisme a explosé au patient. Et puis je me suis dit, bah mince, c'est parce que l'implant était trop petit et que donc l'implant a tourné. Et pas du tout. J'ai mesuré le volt, il était à 500 microns. Donc la taille de l'implant était bonne. Je me suis dit, bah, il n'a pas de raison de tourner, il est bien placé. Donc je l'ai repassé au bloc, je l'ai remis dans le bon axe. Et puis 15 jours après, il a encore retourné, mais un petit peu moins, hein, pas à 45 degrés, il a été à 30 degrés. Alors là, j'étais embêté, j'ai demandé un UBM pour essayer de comprendre. Et là, l'UBM a retrouvé une insertion très antérieure de la racine de l'iris et des tout petits procès-ciliaires, donc sans sulcus, qui expliquait que l'implant n'était pas stabilisé, il flottait un petit peu dans le vide, sans être stabilisé par les procès-ciliaires. Si j'avais demandé l'UBM en pré-op, ben, j'aurais su qu'il ne fallait pas mettre d'implant torique parce qu'il risquait de tourner, parce qu'il allait être instable, qu'il n'était pas bien dans le sulcus, j'aurais mis un implant juste sphérique. Voilà, donc c'est important quand même de faire l'UBM. Et puis quand on a la chance de pouvoir faire un UBM, on a cette distance de sulcus à sulcus. Et ben, il y a des nomogrammes spécifiques de sulcus à sulcus, hein, le Dougherty, le Kojima, et puis surtout le plus fameux d'entre eux, qui est maintenant le nomogramme de Reinstein. Donc vous allez en ligne sur le nomogramme de Reinstein, qui est gratuit. Vous rentrez toutes les valeurs avec également la valeur de sulcus à sulcus qu'on a en UBM. Et là, cette formule de Reinstein nous donne d'ailleurs, en plus du résultat, il nous donne les résultats des 3 autres formules, hein, Dougherty, Kojima et Nakamura, donc 4 formules en une formule. Donc c'est pas mal, voilà, si vous pouvez faire un UBM, d'avoir ce nomogramme de Reinstein. Alors pour ceux, c'est-à-dire l'énorme majorité d'entre nous qui n'ont pas accès à un UBM, ben, évidemment, il est recommandé aujourd'hui, c'est indispensable de faire un OCT de segment antérieur, qui est vraiment l'examen fort qui est devenu indispensable pour les implants FAC. Alors, il n'est pas indispensable pour rentrer les valeurs de HOCOS, mais vraiment, pour de vrai, je pense que tout le monde, enfin, tous les gens qui font vraiment des implants FAC aujourd'hui, ils ont au moins l'OCT de segment antérieur. C'est vraiment très important. C'est un examen qui est très accessible, qui n'est pas opérateur dépendant, qui est parfaitement reproductible et qui nous donne des mesures intraoculaires dont on va pouvoir utiliser pour les autres nomogrammes qui sont très performants. Donc, comme la distance éperon sclérale à éperon sclérale, la flèche cristallinienne, la distance angle à angle. Et on peut utiliser déjà ces valeurs-là pour un nomogramme qui s'appelle le Nakamura, alors, NK. Il y a eu V2, maintenant il y a V3. Et bien, on rentre à distance éperon sclérale et flèche cristallinienne. Et le Nakamura va nous donner déjà également une taille de diamètre d'implant. Et puis maintenant, plus récemment encore que le Nakamura, il y a des formules encore plus modernes qui ont été basées sur le machine learning, hein, en intelligence artificielle, et qui semblent donner encore de meilleurs résultats en termes de volting. Voilà, je vais citer la formule LASSO, qui est une formule de régression utilisée en machine learning. Donc le LASSO, c'est la formule de Nakamura sur des patients européens ou Kim sur des patients asiatiques. Et puis le nomogramme de Russo pour des patients européens qui sont également gratuits et en ligne. Et une étude récente qui a comparé toutes les formules récentes et qui a montré une supériorité des nomogrammes Lasso, Russo et Reinstein par rapport aux autres formules. Alors attention, il faut savoir que toutes ces formules de dernière génération, elles ont été conçues pour les implants ICL et pas IPCL. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien prendre en compte pour ceux qui utilisent les IPCL. Donc finalement, on s'y perd énormément. Et là, on me demande souvent, en pratique, comment faire alors qu'il y a 18 nomogrammes et puis des fois, les nomogrammes ne donnent tous pas la même taille. Donc personnellement, en pratique, moi, j'utilise le calculateur du fabricant, quel qu'il soit. Enfin, voilà, si je veux utiliser toutes les formules, je commence par la formule du fabricant et ensuite, je vais confronter avec une formule Nakamura qui est très très simple, qui va utiliser les mesures intraoculaires en OCT. Et puis, je vais confronter avec une des 2 formules de machine learning, soit Russo ou soit Lasso, qui sont disponibles gratuitement sur Internet. En fait, c'est un peu la même philosophie que ce qu'on fait en cataracte, quand maintenant, aujourd'hui, en cataracte, on utilise un multiformula. Hein, quand on choisit la puissance de son implant de cataracte, on va pas utiliser comme quand j'étais interne, que la SRKT. Hein, on va utiliser Barrett, Pearl DGS, Scoué, Aegis. Enfin, maintenant, il y en a plein. Et puis, on les confronte. Hein, par exemple, le calculateur de l'ESRS nous permet de confronter toutes les formules des dernières générations pour pouvoir comparer, puis choisir, un peu faire la moyenne pour choisir son implant. Mais on peut faire ça aussi en implant FAC, même si c'est très chronophage.
Et puis idéalement, comme je l'ai dit, ce serait bien d'avoir une formule avec le sulcus à sulcus si on a la chance de pouvoir faire un UBM. Je vais vous finir cette question avec un cas clinique qui m'est arrivé il y a 2 ans où j'ai reçu un patient qui avait été opéré d'implant phac la veille et qui avait un volting à 1500 microns. C'est énorme, 1500 microns, c'est quasiment historique. Et le patient était en blocage pupillaire avec une hypertonie à 50. Donc, on a dû l'explanter en urgence, mais malheureusement, il a fait une urée de Zavalia, il a fini avec une mydriase. Et on a revu, tout avait été parfaitement fait par le chirurgien. Le calculateur STAR avait trouvé un diamètre de 13,7 mm. C'est ce qui a été mis, donc c'est la plus grande taille d'implant. Et a posteriori, quand on a refait le calcul avec formule Nakamura, on a trouvé un diamètre de 12,1 mm, ce qui est quand même énorme, 2 tailles d'écart sur 4 tailles de diamètre possibles. D'où l'intérêt quand même de toujours faire au moins un deuxième calcul en plus du calcul fabrique. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.